L'objectif de ce cours est celui de faire un bilan. Bilan de quoi? Nous avons vu dans une grande partie, nous avons fait 7 cours en fait correspondant aux divisions cellulaires dans les cellules eucaryotes. Mais ces divisions cellulaires et ces 7 cours correspondent à une partie plus importante que l'on appelle transmission, variation et expression du patrimoine génétique. Alors dans ces 7 cours, nous avons juste parlé de la transmission. Dans d'autres cours, bien entendu, nous allons parler de la variation, en parlant notamment des mutations. Et nous allons parler également de l'expression du patrimoine. Autrement dit, on fera la relation entre le gène et une protéine plus ou moins fonctionnelle qui va représenter en fait l'expression de ce patrimoine. Autrement dit, on va prendre un gène et on va le faire en sorte qu'il s'exprime. Comment s'expriment les gènes? Eh bien, c'est dans l'expression du patrimoine que nous verrons dans des cours, mais ultérieurement. Là, il s'agit de faire un bilan, un premier bilan concernant les divisions cellulaires des eucaryotes, c'est-à-dire ces 7 cours qui correspondent à la transmission du patrimoine génétique. Alors, nous avons parlé des karyotypes diploïdes ou haploïdes dans un premier cours. Puis nous avons vu dans un deuxième cours que les chromosomes sont des éléments que l'on trouve tout le temps dans les cellules. Ce sont des éléments permanents des cellules. Puis nous avons fait l'observation microscopique de cellules qui étaient en cours de division cellulaire que l'on appelle la mitose. Nous avons observé au microscope des cellules qui étaient en division, mais cette fois-ci méiose, qui permet la formation des gamètes. Nous avons parlé plus spécialement de la méiose et concernant des différences fondamentales avec la mitose. Et enfin, nous avons vu qu'au cours de ces divisions cellulaires, qu'il s'agisse de la mitose ou de la méiose, on peut avoir des anomalies qui vont conduire à des états plus ou moins graves concernant la descendance ou la destinée, le destin en tout cas de ces chromosomes et donc des organismes éventuels qui vont en découler. Donc, concernant ce bilan, allons-y, commençons. Donc, bilan division cellulaire des eucaryotes concernant cette transmission du patrimoine génétique. Alors, commençons par essayer de comprendre, sous forme de bilan évidemment, le karyotype est stable d'une génération à l'autre. On parle de stabilité du karyotype et on sait que la cellule, elle a un cycle qu'on appelle le cycle de développement, qui est une succession d'interphases et de mitoses, de division cellulaire qu'on appelle mitose en fait. Et il n'y a pas que la mitose, ça peut être aussi le cycle cellulaire dans une cellule et dans ces cellules qui interviennent pour former ce que l'on appelle des gamètes. Et à ce moment-là, on parlera de méiose. Que ce soit une cellule qui soit destinée à faire la mitose ou la méiose, dans les deux cas, on a un cycle de développement, cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est une alternance d'interphases, dont nous allons reparler un petit peu plus tard, et de division cellulaire, qu'il s'agisse de mitose ou de méiose. Donc, commençons par stabilité du karyotype au cours des cycles de développement chez les eucaryotes, évidemment. Une cellule somatique peut être observée. Alors, il y a 1000 façons d'observer une cellule avec un microscope, etc. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'observation des chromosomes qui sont situés dans le noyau. Et à ce moment-là, on observe ce que l'on appelle le karyotype. Une cellule somatique, c'est une cellule qui n'est pas sexuelle. Bon. On peut voir dans ce karyotype des chromosomes qui peuvent être regroupés en fait, certains chromosomes sont homologues. Ça veut dire qu'ils vont 2 par 2. Dans les cellules somatiques diploïdes, eh bien, les chromosomes ne sont jamais isolés, ou s'ils sont isolés, ça correspondra à une anomalie dont nous parlerons un petit peu plus tard. Donc, dans une cellule somatique, les chromosomes sont regroupés par paires de chromosomes, et on parle de chromosomes homologues. Ils ont la même position, exactement la même position du centromère. Ils ont la même taille, sachant qu'il y a des chromosomes qui sont plus ou moins longs, plus ou moins grands. Et ils ont la même disposition de certaines bandes de coloration que l'on peut faire de manière à identifier certains chromosomes. Comment savoir que les chromosomes sont homologues quand on prend un chromosome au hasard parmi les 46 chromosomes?
Et bien justement, il y a des colorations spéciales que l'on fait, dont nous ne parlerons pas en détail ici, et qui permettent de classer en quelque sorte les chromosomes en chromosomes qui seront par paire, donc en chromosomes homologues, et de donner donc une numérotation à ces chromosomes de 1 jusqu'à 23, première paire jusqu'à la 23e paire, la 23e paire étant la paire de chromosomes sexuels, soit XX, soit XY chez les cellules eucaryotes. Donc, une cellule somatique possède en quelque sorte, et même en réalité, en fait, 2 exemplaires de chaque type de chromosome. On dit que la cellule est diploïde, alors qu'une cellule haploïde ne possédera qu'un seul lot de chromosomes. On note son karyotype d'une manière un petit peu spéciale, on dit 2N. Donc une cellule eucaryote possède normalement 2N chromosomes dans son karyotype, autrement dit 23 paires de chromosomes par exemple dans la cellule humaine. N est le nombre de types de chromosomes différents. Dans les gamètes, par contre, il n'y a que N chromosomes, il n'y a que la moitié du nombre total des chromosomes. Donc, autant comme dans une cellule somatique, les cellules sont par paires, on a des chromosomes homologues, dans un gamète, les chromosomes sont isolés. Il n'y a pas des paires, il n'y a pas de paires de chromosomes. Les paires de chromosomes seront rétablies au cours de la fécondation où chaque gamète apportera ses 23 chromosomes, 23 plus 23, ça fait 2 fois 23, et les chromosomes à ce moment-là seront au nombre de 46, mais en parlant de paires de chromosomes. Donc, dans les gamètes, on ne compte qu'un seul exemplaire de chaque type de chromosome. Les gamètes sont des cellules, alors non pas diploïdes, puisqu'elles ne possèdent pas des paires de chromosomes, mais elles possèdent un lot de chromosomes, donc on dit haploïdes. N chromosomes seulement. Voilà, si on parle de méiose, la méiose c'est un processus qui va permettre la formation de gamètes, et les gamètes sont des cellules haploïdes. Autrement dit, on va passer d'une cellule mère des gamètes à des cellules filles qui seront les gamètes, donc soit spermatozoïdes, soit ovules, et ce mécanisme de méiose se réalise dans les organes reproducteurs, donc testicules ou ovaires. Donc, les gamètes sont des cellules haploïdes, c'est-à-dire spermatozoïdes et ovules sont haploïdes, j'ai dit haploïdes. Voilà. Donc, si on parle de la fécondation, on va rétablir évidemment le nombre 2N de chromosomes, puisque chaque gamète apporte N chromosomes, N plus N égale 2N, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon voilà, donc ces 2 mécanismes de méiose et de fécondation vont se succéder au cours d'un cycle de développement dans les cellules eucaryotes et vont garantir, alors sauf anomalie éventuellement dont nous parlerons tout à l'heure dans le résumé, eh bien donc ce cycle de développement, dont 2 mécanismes se succèdent, donc méiose et fécondation, vont assurer évidemment la stabilité du karyotype d'une génération à l'autre. Alors, bien séparer la méiose de la mitose, la mitose est une reproduction conforme du matériel génétique, tandis que la méiose est une reproduction qui permet non pas la conformité de la reproduction du matériel génétique, mais la répartition des lots de chromosomes dans des cellules filles qui seront haploïdes, en fin de compte. Puisque mitose, la mitose, c'est quoi la mitose? Pourquoi est-ce qu'on dit que la mitose est une reproduction conforme, en fait? Souvent, les élèves posent la question, mais c'est quoi reproduction conforme? Eh bien, alors vite fait, puisqu'il s'agit d'un bilan, vous partez d'une cellule œuf, par exemple, qui possède 23 paires de chromosomes. Vous imaginez bien 23 paires de chromosomes. Donc on a bien des paires de chromosomes homologues. Mais si vous prenez un chromosome, avant que cette cellule œuf entre en division cellulaire mitotique, ce chromosome, il est sous forme d'un long filament déspiralisé. Donc décondensé, on dit décondensé. Donc là, c'est une longue molécule d'ADN décondensée. On est dans une certaine phase du cycle cellulaire dont nous parlerons après, mais imaginons simplement, comme si vous preniez une grande corde, vous faites un nœud à un endroit et ça représente le centromère.
eh bien ce long filament d'ADN, il n'est pas doublé. Bon, mais à un moment donné du cycle cellulaire, ce filament d'ADN va se doubler, mais tout en restant sur le même chromosome. En fait, on aura un centromère, en quelque sorte, qui sera fixé, ou sur lequel seront fixés deux brins d'ADN strictement identiques. Strictement identiques. J'insiste sur ce strictement, parce que là, on n'est pas dans le cas de chromosomes homologues. Sur l'autre chromosome homologue, bien évidemment, puisqu'on est sur des chromosomes qui sont identiques, mais ne pas oublier que des allèles sont différentes versions d'un même gène, et donc que sur deux chromosomes homologues, on n'a pas forcément les mêmes allèles. Bon. Mais alors que là, on parle d'un seul brin, une seule chromatide, c'est-à-dire un seul filament d'ADN qui s'est doublé. Donc ces deux filaments sont strictement identiques. Très important. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'on va comprendre après pourquoi il y a conformité de la reproduction au cours de la mitose. Sur le deuxième chromosome homologue, le même mécanisme se produit. Un centromère, un filament d'ADN, donc un chromosome simple, et ce chromosome va se doubler. Donc les deux brins d'ADN correspondant au chromosome homologue se sont doublés au cours d'un mécanisme que l'on appelle la reproduction semi-conservative. Autrement dit, c'est la duplication de l'ADN. Eh bien, donc on se retrouve avec deux chromosomes qui possèdent chacun deux quantités d'ADN. En quelque sorte, on est passé de une quantité 2N ADN à une quantité 4N ADN. Or, lorsque la cellule va entrer en division, il faut qu'elle répartisse ces 23 paires de chromosomes de manière conforme dans ces deux cellules filles. Mais vu que l'ADN s'est doublé pour chaque chromosome, eh bien, on peut faire en sorte que chaque brin doublé se retrouve séparé au cours de la mitose dans deux cellules filles qui posséderont au final chacune 23 paires de chromosomes. Alors bon, c'est peut-être pas évident à comprendre quand on parle oralement, mais amusez-vous à faire un petit schéma et vous allez voir que vous allez mieux comprendre. Bon, voilà, donc bien séparer le mécanisme de la mitose de celui de la méiose, qui, une grande différence importante au cours de la méiose, c'est que les paires de chromosomes vont se séparer au cours de l'anaphase numéro 1. Et qu'ensuite, au cours de l'anaphase numéro 2, les chromatides qui se sont doublées, dont l'ADN s'est doublé un petit peu avant que la cellule entre en mitose, eh bien, ces chromatides vont se séparer à la façon un petit peu d'une mitose. Autrement dit, au cours de la méiose, on parle d'une division réductionnelle, puisqu'on réduit le nombre de paires de chromosomes, donc de chromosomes en fait, dans les deux premières cellules filles, et ensuite on parle de division équationnelle, puisque chacune des cellules filles va donner à la manière en quelque sorte d'une reproduction conforme les deux mêmes chromatides dans deux nouvelles cellules filles. Autrement dit, à partir d'une cellule somatique, une cellule mère en fait, des gamètes, on obtiendra bien 4 gamètes haploïdes. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre quand on explique comme ça oralement, mais en fait, il s'agit de faire un petit schéma et vous allez voir, vous allez comprendre très facilement. Deuxième cours que nous avons fait, ça concernait donc la stabilité du karyotype au cours des cycles cellulaires. Tout à l'heure, on a parlé du cycle de développement. Là, on parle de cycle cellulaire. 3 points à noter. On va voir qu'une alternance de cycles va conduire à la formation de cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules qui seront diploïdes, cellules eucaryotes diploïdes. Puis nous verrons que différents états de condensation de l'ADN existent au cours de ce que l'on appelle le cycle cellulaire qui est une alternance d'interphase et de division cellulaire. Et puis, troisième point, les chromosomes vont être alternativement simples ou doubles. Donc nous allons en parler. Commençons par l'alternance des cycles et montrons que cette alternance de cycles va produire des cellules somatiques. Toutes les cellules
chez les organismes pluricellulaires, donc qui possèdent un nombre souvent incalculable de cellules, proviennent d'une cellule œuf qui est la première cellule qui est obtenue par fécondation de 2 gamètes. Le cycle cellulaire, ça concerne en fait une période qui va commencer depuis la formation de cette cellule œuf et qui va se poursuivre par une division de cette cellule, de cette première cellule originelle que l'on appelle la cellule œuf, qui sera la toute première cellule mère, et jusqu'au moment où elle-même, elle va produire 2 cellules filles selon le mécanisme de la mitose. Donc ça veut dire avec ces 4 phases, c'est-à-dire la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase, en répartissant dans les 2 cellules filles, selon le mécanisme dont je vous ai parlé précédemment dans le premier cours, qui va produire donc de manière conforme 2 lots de chromosomes strictement identiques dans les 2 cellules filles. Au cours d'un cycle, on voit qu'il y a une interphase, et l'interphase est elle-même divisée en plusieurs étapes, dont nous allons parler tout à l'heure. Et au cours de cette interphase, donc, la cellule ne se divise pas, et la mitose va correspondre à l'entrée de la cellule à la toute première phase de la mitose que l'on appellera la prophase. Bon. Essayons de voir maintenant les différents états de condensation de l'ADN au cours de ce cycle cellulaire, interphase, division cellulaire. Au tout début de la mitose, en fait, donc juste au moment entre l'interphase, donc la fin de la phase dont nous parlerons après, la fin de la phase G2 et le début de la mitose, eh bien, les filaments d'ADN, donc les chromatides qui sont décondensés, vont se condenser. Ça veut dire qu'à un moment donné, puisqu'on a eu une duplication de l'ADN, en fait, on va voir que ces 2 chromatides qui sont fixés au même centromère vont se condenser de plus en plus et devenir de plus en plus visibles. Les chromosomes vont devenir visibles sous forme de petits bâtonnets qui peuvent être colorables, que l'on va pouvoir mettre ou rendre visibles à partir des bandes de couleurs dont nous avons parlé précédemment, mais dont nous n'allons pas expliquer le détail aujourd'hui. Voilà, donc au tout début de la prophase, en fait, donc les chromosomes vont se condenser, et à la fin de la mitose, les chromosomes, bien entendu, vont se décondenser à la fin de la télophase, en fait, et reprendre un aspect normal. Et on va se retrouver, bien évidemment, avec donc deux paires de chromosomes dans chacune des cellules filles. Voilà, donc début de mitose, c'est la prophase, condensation des filaments d'ADN pour former des chromosomes bien visibles. Puis ces chromosomes vont se mettre dans un plan équatorial, on parlera de métaphase. Puis il va y avoir séparation des chromatides et non pas des chromosomes homologues. Attention, car on n'est pas dans la méiose. Mais séparation des chromatides de chaque paire de chromosomes, donc au pôle de chaque cellule, pour enfin, donc au cours de l'anaphase évidemment, pour enfin se terminer cette mitose par ce que l'on appelle la télophase, où à la fin de la télophase, la cytodiérèse en fait va permettre la formation de deux cellules bien distinctes. Voilà, autrement dit, les chromosomes, troisième point, alternativement simple ou double, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va séparer l'interphase en trois phases successives, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la phase G1, la phase S et la phase G2. Au cours de la phase G1, eh bien, la quantité d'ADN par cellule reste constante, et la cellule, en fait, dans cet état, possède des chromosomes qui sont simples. Chacun d'eux est constitué d'une seule molécule d'ADN décondensée, et au cours de cette phase, la cellule va pouvoir va pouvoir former, grâce à l'expression du patrimoine génétique, eh bien, différentes protéines. Donc elle va assurer un certain métabolisme spécifique de telle ou telle cellule. Bon. Et puis, brusquement, et tout doucement, en fait, progressivement,
La réplication de l'ADN va intervenir selon un mécanisme de réplication semi-conservative. Donc la phase S commence. S pour synthèse, en fait. Donc on va avoir un doublement progressif de la quantité d'ADN qui seront à l'origine de la, qui est à, donc cette duplication est à l'origine en fait du doublement de chaque chromatide de chaque chromosome homologue. Et pendant, donc une fois que tous les chromosomes, toutes les chromatides se sont doublées pour chaque chromosome, autrement dit, quand on passe de 2N quantité d'ADN à 4N quantité d'ADN, prévision de la cellule en vue d'assurer la conformité 2N plus 2N à l'issue de la mitose, eh bien, la cellule va entrer dans une phase de semi-repos, on va dire, enfin de quasi-repos, que l'on appelle la phase G2. Et puis, le tout début de la mitose va commencer et les chromosomes sont doubles, vont se doubler, vont se condenser. Il y a 2 chromatides par chromosome, donc il y a un centromère évidemment qui est placé de manière différente selon, pas forcément au même endroit, c'est-à-dire pas central, pas forcément central selon les chromosomes. Bon, ils sont répartis de manière spécifique, mais variable d'un chromosome à l'autre. Donc la quantité d'ADN reste stable, est égale au double de celle de la phase G1, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'issue de la phase S, la duplication a fait que l'on a basculé sur 4N chromosomes. Enfin, 4N quantité d'ADN, plutôt. C'est plus exact. Donc au cours de la mitose, eh bien, les 2 chromatides vont se séparer. À l'issue de l'anaphase, la télophase va commencer. Alors je fais beaucoup de répétitions. Et on va retrouver dans les 2 cellules filles des chromosomes simples qui vont se décondenser. Et on se retrouvera dans chaque cellule fille, en fait, avec des lots de chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, 2N chromosomes pour chaque cellule fille. Autrement dit, la réplication, la mitose est bien un mécanisme qui permet la reproduction conforme du matériel génétique. Troisième cours, nous avons vu plus spécialement que la mitose était une reproduction conforme. Alors encore une fois, je répète beaucoup les choses, il faut bien comprendre en fait, pour bien comprendre. Bon. Quelles sont les étapes de la mitose? Alors nous l'avons dit tout à l'heure, il y a au cours de la phase, suite à la phase G2, on a un début de condensation des chromosomes et c'est à ce moment-là que la prophase commence. Bon. Cette prophase, au cours de cette prophase, donc les chromosomes qui sont doubles vont se condenser, ils vont devenir progressivement visibles, bien individualisés, l'enveloppe du noyau va disparaître et les chromosomes sont dispersés un petit peu partout dans le cytoplasme, donc ce qui permet au cours d'une observation au microscope de repérer cette phase. Si vous voyez des chromosomes bien visibles, un petit peu enchevêtrés d'une manière ou d'une autre, bon, c'est pas très net, les séparations ne sont pas très distinctes, mais vous voyez que les chromosomes sont répartis un petit peu partout dans le cytoplasme. Alors vous pouvez faire l'hypothèse que vous êtes vous êtes en prophase. Bon. Et puis à un moment donné, lorsque la condensation des chromosomes est maximale, eh bien les centromères vont se placer dans un plan équatorial. Donc les chromosomes vont se mettre au milieu, dans le plan équatorial de la cellule. Vous imaginez une orange que vous coupez en deux, eh bien ces cellules vont se mettre au milieu, donc dans un plan qu'on appelle le plan équatorial. Voilà, donc à ce moment-là, vous êtes en métaphase. Puis à un moment donné, vous allez voir que les 2 chromatides de chaque chromosome double vont se séparer après rupture du centromère, qui en quelque sorte se divise en 2. Et à ce moment-là, vous allez voir que 2 lots identiques de chromosomes vont se séparer et vont migrer vers chacun des pôles de la cellule au niveau du pôle de la cellule. Et là, vous êtes à peu près sûr que vous êtes dans une phase que l'on appelle anaphase. Bon. Et ensuite, la division cellulaire est pratiquement finie. Donc chaque lot de chromatides arrive à un pôle de la cellule, va se décondenser. Donc tout doucement, ces espèces de chromosomes bien visibles vont devenir pratiquement invisibles sous forme d'une espèce de masse qu'on appelle de la chromatine. Et la séparation du cytoplasme va bien individualiser chacune des 2 cellules. Et à ce moment-là, la mitose est finie. Donc mettre l'accent sur le fait que cette mitose conserve bien le karyotype, la reproduction est bien conforme, à condition qu'il y ait eu une réplication semi-conservative avant que la division cellulaire commence et au cours de la phase S,
c'est-à-dire la phase de synthèse de l'ADN. Donc les deux cellules filles qui sont issues de la mitose d'une cellule mère, cellule originelle, eh bien, possèdent bien le même nombre de chromosomes que la cellule mère. La mitose est donc bien une reproduction conforme. Elle conserve le karyotype au cours de divisions cellulaires successives. Bon voilà, donc c'est ce que nous avions vu dans le troisième cours. Ensuite, on fait un petit peu la même chose, mais c'était un quatrième cours, mais concernant la méiose, qui est une reproduction qui est une division cellulaire un petit peu spéciale, puisque la reproduction n'est absolument pas conforme, puisqu'on va voir que la méiose correspond à une production de cellules haploïdes, c'est-à-dire de gamètes qui posséderont la moitié du matériel génétique. Autrement dit, dans une cellule mère, il y avait 2 N chromosomes, donc 23 paires de chromosomes homologues. Nous allons voir que dans les gamètes, à l'issue de la méiose, qui forment les gamètes, en fait, eh bien, le nombre de chromosomes est divisé par 2. Autrement dit, on n'a que 23 chromosomes dans les spermatozoïdes, 23 dans l'ovule, et qu'à la fécondation, on aura bien réunion des 23 et 23 pour former 23 paires. On se retrouvera bien avec la cellule mère, la cellule initiale, la cellule œuf, en fait, dont nous avons parlé dans le cours précédent. Quelles sont les étapes de la méiose? Alors, on va voir globalement qu'il y a quelques étapes qui correspondront aux mêmes étapes que pour la mitose, mais avec des mécanismes différents. On aura la prophase numéro 1, métaphase numéro 1, anaphase numéro 1, télophase numéro 1. Ces 4 phases formant la division réductionnelle, donc le nombre de chromosomes homologues, les chromosomes homologues seront séparés, donc on aura bien une réduction du nombre de la quantité d'ADN dans les 2 premières cellules filles. Puis on passera dans la division équationnelle qui correspondra à la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. À l'issue de cette division, donc de ces 2 divisions, réductionnelle et équationnelle, on obtiendra 4 gamètes haploïdes. Bon. Donc essayons de voir un petit peu plus en détail les étapes de la méiose. Donc la méiose, c'est 2 divisions cellulaires successives, réductionnelle et équationnelle. Et cette méiose est précédée, comme dans le cas de la mitose, d'une phase de duplication des chromosomes, selon une réplication semi-conservative. Au début de la méiose plutôt, chaque chromosome est donc double. Bon, ça ressemble un petit peu à la cellule mère qui va donner 2 cellules filles, par exemple, concernant la cellule œuf, qui va donner 2 premières cellules filles selon une reproduction conforme. Mais vous allez voir que les mécanismes sont différents. Première division, que l'on appelle réductionnelle, notée 1, est composée de 4 phases dont nous avons parlé tout à l'heure. La prophase 1, d'abord, chaque chromosome est dupliqué, il se rapproche de son homologue. Alors, ne demandez pas pourquoi, ce sont des mécanismes un petit peu spéciaux. Les 2 chromosomes de chaque paire s'alignent dans le même sens et vont s'associer pour former ce que l'on appelle des bivalents. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont globalement les mêmes séquences d'ADN, avec des petites variations évidemment, puisque les gènes ont des allèles qui sont différentes versions du même gène. Donc c'est un petit peu normal que lorsque ces chromosomes se rapprochent, il y a des séquences qui sont complémentaires, et donc on va former des bivalents. Les 2 chromosomes vont se dissocier ensuite partiellement, mais les chromatides vont pouvoir s'enchevêtrer de manière un petit peu logique, mais un petit peu bizarre, pour former ce que l'on appelle des points de contact appelés chiasmas. Chiasmas, ce sont des zones de contact entre des chromatides qui ont un petit peu la même séquence, mais qui sont complémentaires, en fait. Ensuite, en métaphase numéro 1, ce sont les paires de chromosomes, donc les bivalents, qui vont se placer dans le plan équatorial. Bon. Donc ce ne sont pas des chromosomes doubles indépendants les uns des autres comme dans le cas de la mitose, mais on a bien les paires de bivalents, donc de chromosomes homologues doubles, qui vont se placer dans le plan équatorial. Attention, c'est là une différence par rapport à la mitose. Donc concernant chaque bivalent, les centromères vont se placer de part et d'autre
du plan équatorial et seulement les chiasmas vont se positionner dans le plan. Donc attention à cette petite différence par rapport à la mitose. Et à ce moment-là, on va entrer dans ce que l'on appelle une anaphase numéro 1. Les deux chromosomes doubles de chaque paire vont se séparer, ils vont migrer vers les pôles opposés, donc les chromosomes homologues migrent. C'est là une différence fondamentale par rapport à la mitose. Au cours de la mitose, c'était les chromatides qui se séparaient. Mais là, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. Attention, donc ce ne sont pas les chromatides. Donc en télophase, donc en anaphase, on a bien une séparation. En anaphase 1, on a bien une séparation donc des chromosomes homologues. Et puis on va rentrer en télophase. Les chromosomes homologues sont séparés, ils arrivent à chaque pôle de la cellule, et on obtient bien deux cellules filles qui sont cette fois-ci haploïdes, mais qui ont quand même auparavant doublé leur chromatide. Donc maintenant, il suffit de faire la deuxième division pour séparer les chromatines. Bon, mais là, on est encore dans la première. Donc ces deux cellules filles haploïdes ne contiennent chacune qu'un seul lot de chromosomes, mais attention, les chromosomes possèdent deux chromatides. Attention à ne pas l'oublier. Et puis ensuite, on entre dans la division que l'on va dire équationnelle. Eh bien, c'est la seconde division qui est notée 2, grand 2. Elle se déroule aussitôt la première division réductionnelle faite. Pas de synthèse d'ADN puisque la synthèse était faite auparavant selon la réplication semi-conservative. Donc chaque chromosome est resté dupliqué. Et ensuite, donc, au cours de cette deuxième division, on retrouve les 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase, mais appelées numéro 2. Pour chaque phase, on dit numéro 2. Et ça se déroule comme une mitose classique, ça veut dire qu'il va y avoir séparation des chromatines, et on se retrouvera avec 4 cellules. Donc chaque cellule qui avait subi la division réductionnelle, enfin la cellule mère, a subi la division réductionnelle pour donner 2 cellules filles. Chacune des cellules filles subissent la division équationnelle pour donner 2 cellules filles. Au total, donc 4 cellules filles. Autrement dit, on a bien, à partir de la cellule mère, l'obtention de 4 gamètes haploïdes. Donc ils possèdent un seul lot de chromosomes, donc par exemple 23 chromosomes. Bon, puis à l'issue de la télophase numéro 2, eh bien, les chromosomes évidemment se décondensent et on se retrouve avec des lots de chromosomes tout à fait décondensés que l'on ne voit plus. Et dans chaque cellule, on a une espèce le noyau se reforme et à l'intérieur, on a le matériel génétique qui n'est plus visible et on parle de chromatine. Donc finalement, la méiose, elle modifie bien le karyotype de départ. On n'a pas une reproduction conforme. La méiose, elle produit 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère qui, elle, est diploïde. Et le passage de l'état diploïde à l'état haploïde ayant lieu au cours de la première division réductionnelle de la méiose. Bon, voilà, donc ça concernait le cours numéro 4. Ensuite, concernant, bon alors, en fait, j'ai séparé un petit peu les cours, mais bon, cours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, il y a plusieurs, c'est un petit peu mélangé, parce que des fois, je fais le bilan de plusieurs cours. Donc, on ne va pas forcément dire, c'est le cours numéro 5, c'est le cours numéro 4, etc. Bon, là, on avait vu dans un cours qu'il y avait un rôle fondamental du fuseau de division. Bon, les chromosomes sont un petit peu les choses des fuseaux de division. Bon, fuseaux de division, on parle de protéines fibreuses. Les protéines fibreuses vont aller chercher les centromères et quelquefois les chromatides pour les placer à différents endroits. Il va y avoir un espèce de tiraillement à droite et à gauche, donc d'un pôle à l'autre, selon qu'il y ait une polymérisation des protéines ou une dépolymérisation. Alors, on sait bien que à partir d'un centre organisateur au niveau de chaque pôle de la cellule, des protéines fibreuses vont se former et aller chercher tout doucement, par exemple, le centromère et le centromère. Donc de chaque côté, un centromère qui se divise en deux, par exemple au cours de la mitose, le centromère va se séparer en deux, et chaque centromère possède sa chromatide, et le fait de
le fait qu'il y ait une dépolymérisation des protéines fibreuses va faire que les centromères vont se trouver attirés, en fait, séparés. Bon. Au cours des divisions cellulaires, donc des fibres protéiques constituent le fuseau de division, hein, avec une histoire de polymérisation, dépolymérisation de protéines de base. Bon. Et ceci va contribuer à la transmission des chromosomes aux cellules filles. Début de prophase, que se passe-t-il? Eh bien, à partir d'un centre organisateur, ces protéines fibreuses vont se mettre en place et vont commencer à se polymériser. Donc le centre organisateur est situé bien entendu au pôle de la cellule et donc il y a deux centres organisateurs vu qu'il y a deux pôles de cellules. Certaines fibres vont aller chercher des bras des chromosomes par polymérisation à partir du centre organisateur, donc il y a une polymérisation et des protéines fibreuses vont attraper le brin. D'autres vont attraper le centromère. Et puis, par dépolymérisation, on va avoir un entraînement de ces bras de chromosomes et de centromères vers le plan qu'on appelle le plan équatorial. Autrement dit, nous serons là en métaphase. Au cours de la métaphase, donc, les fibres vont s'arrimer, après s'être arrimées au bras du chromosome et au centromère, eh bien, vont tirer, mais ce n'est pas tirer, en fait, c'est se dépolymériser et faire en sorte que tous les chromosomes sont situés dans un plan que l'on appelle le plan équatorial, et là, on est bien en métaphase. En métaphase de mitose, chacune des deux chromatides d'un chromosome est connectée à l'un des pôles cellulaires, et au cours de l'anaphase, eh bien, les fibres vont se raccourcir par dépolymérisation, ce qui va provoquer, bien évidemment, comme je l'ai dit, la séparation des chromatines et leur migration vers les centres organisateurs, autrement dit, vers les pôles opposés des cellules. Alors, en métaphase numéro 1 de la méiose, les deux chromatides d'un chromosome sont connectés au même pôle cellulaire, tandis que les chromatides du chromosome homologue sont connectés au pôle opposé. Bon. Au cours de l'anaphase numéro 1, le raccourcissement des fibres va provoquer la séparation des chromatides doubles et la migration vers les pôles opposés. Bon, donc attention à ne pas se tromper entre mitose et méiose. Bon, on peut avoir également au cours de la formation du fuseau, au cours des divisions, des anomalies de karyotype. Pourquoi? Parce qu'au cours de la mitose, quelquefois, les chromosomes ne vont pas se séparer correctement. On parle de non-disjonction qui va conduire à des cellules qui ne vont pas comporter un nombre normal de cellules. On parle d'aneuploïdie. Hein, je vous invite à aller voir le cours sur l'aneuploïdie que je vous ai fait auparavant. Quelquefois, la cellule va pouvoir survivre, mais ne va pas assumer un cycle cellulaire normal. Bon. Ce qui peut conduire à des développements à des cellules donc, qui vont être anormales, par exemple, formation de cellules cancéreuses. Bon. L'aneuploïdie, elle provient d'un problème de fixation des fibres de protéines fibreuses, en fait, donc de ce fuseau, et puis à ce moment-là, peut-être que le centromère ne va pas être fixé, peut-être que les chromatides ne vont pas être fixées. Bon, il y a plusieurs mécanismes. On appelle ça l'aneuploïdie quand il y a une anomalie de nombre de chromosomes. Bon, l'aneuploïdie a un problème de fixation du fuseau sur le centromère et quelquefois sur les chromatides. Bon. Il peut arriver, par exemple, que deux parties de centromère soient reliées à des fibres, deux parties du centromère soient reliées, au lieu de que ce soit relié à deux centres organisateurs, eh bien c'est relié à les deux parties, les deux centrosomes sont reliés au même pôle. Donc de ce fait-là, au cours de l'anaphase, on aura bien un étirement de chaque centromère vers le même pôle, et donc du coup de l'autre côté il n'y aura rien. Donc là on sera dans le cas d'une aneuploïdie avec un nombre surnuméraire de chromosomes, et dans l'autre cas on aura un nombre inférieur, un nombre anormal, mais dans le sens il en manque un. Alors des facteurs environnementaux vont augmenter la probabilité d'aneuploïdie, hein, comme nous avions parlé de certaines huîtres qui sont soumises quelquefois à certains produits pesticides,
et dont le nombre d'aneuploïdies augmente lorsque la quantité de ce produit, de ce pesticide augmente. Bon, voilà, donc ça c'est un problème environnemental, un problème de gestion de la part des politiques évidemment. Lorsqu'une non-disjonction se produit lors d'une des deux divisions de méiose, cela conduit à la formation de gamètes qui vont être anormaux et dans lesquels un des chromosomes va rester par exemple en un seul exemplaire, tandis que l'autre, on aura... dans le premier cas, on n'aura pas d'exemplaire, dans l'autre cas, on aura deux exemplaires. Bon. Donc j'ai répété, hein, en fait je passe mon temps à répéter les choses, mais bon, peut-être un petit peu trop. Et ensuite, évidemment, quand ces gamètes dont il manque un chromosome ou alors qui possède un chromosome surnuméraire va entrer, par exemple, dans le mécanisme que l'on appelle la fécondation, évidemment, on aura une cellule œuf avec un excédent de chromosomes, par exemple, ce sera le cas de la trisomie 21. Bon, on peut avoir des cas de monosomie également, par exemple dans le cas de XO. Donc certaines anomalies chromosomiques sont compatibles avec la vie, bon, d'autres ne sont pas compatibles. Bon voilà, donc quand il y a des erreurs, évidemment, c'est un petit peu embêtant. Bon, donc voilà, hein, nous avons fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé concernant les divisions cellulaires des eucaryotes. Hein, bon, ça n'a peut-être pas toujours été très clair, hein, peut-être que je parle vite, je peux bafouiller un peu de temps en temps, parce que bon, il y a tellement de choses à dire que les informations, on les répète. Hein. Je pense que vous avez compris que on a parlé de division cellulaire des eucaryotes. Là, on est dans une partie, la toute première partie concernant la transmission de l'information génétique. Les divisions cellulaires, c'est important, il faut bien comprendre les mécanismes. Hein, aidez-vous de petits schémas des fois. On a parlé des cellules eucaryotes, bien entendu, on n'a pas parlé des virus, on n'a pas parlé des bactéries, on n'a pas parlé de certains parasites, etc. Bon, ça c'est différent, on n'a pas parlé de plein de choses, on a juste dit l'essentiel en première de spécialité. Voilà, donc on va pouvoir dire que le cours est terminé. Merci.